Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Vers le milieu du siècle dernier, notre pays, qui pouvait s'enorgueillir à bon droit des travaux d'un astronome en mécanique céleste, où il n'avait cessé de tenir le premier rang, depuis la place jusqu'à Le Verrier, s'était au contraire laissé distancer de fort loin dans le domaine de l'astronomie d'observation. Tandis qu'en Angleterre, en Allemagne, en Russie et même en dehors de l'Europe, se multipliaient des stations astronomiques remarquablement utilisées et pourvues de nombreux personnels, grâce au concours de plusieurs publics ou de particuliers, nous ne possédions en province que les observatoires de Marseille et de Toulouse que par l'organisation surannée condamnée à une décadence complète. À Paris même, les instruments laissaient beaucoup à désirer comme puissance et notre grand observatoire national se trouvait placé sous ce rapport dans des conditions d'infériorité manifeste vis-à-vis de plusieurs autres établissements similaires. La revivification de l'astronomie pratique en France a été l'œuvre de Le Verrier. Dès son entrée en fonction de directeur en 1856, ce grand astronome orienta ses efforts vers la construction de grands instruments. Dans cette entreprise, il eut la bonne fortune de pouvoir s'attacher comme collaborateur un savant doublé d'un artiste incomparable, Léon Foucault, dont le nom était popularisé par ses belles expériences physiques et de mécanique. Nous ne ferons pas ici l'historique des succès progressifs obtenus par Foucault dans la taille des verres d'optique, n'ayant vu que ce qui ne concerne Marseille, nous nous bornerons à dire qu'il réussit à produire des miroirs de verre à surface argentée d'une forme presque géométriquement parfaite et qu'il utilisa pour constituer à peu de frais d'excellents télescopes de dimension graduellement croissante. C'est ainsi que, vers 1862, l'Observatoire de Paris se trouva en possession d'un admirable télescope de 80 cm de diamètre. Ce gigantesque instrument n'était pas encore achevé que Le Verrier projetait de l'établir dans le midi de la France, à un point où la sérénité habituelle du ciel permettrait de l'utiliser de manière plus fréquente et plus efficace qu'à Paris. Après avoir fait agréer son projet par le ministre de l'Instruction publique, il vint lui-même à la recherche de l'emplacement le plus favorable, eut des entretiens préliminaires avec les municipalités de Montpellier et de Marseille, et finalement fixa sa préférence sur cette dernière ville. Toutefois, ce ne fut pas le local de l'ancien observatoire qu'il choisit. Ceci consistait dans une bâtisse très massive, enclavée dans un quartier à ruelle étroite, tandis que Le Verrier voulait un emplacement assez vaste, assez distant de toute construction importante, et où les divers instruments pourraient être établis isolément sur le sol même, de manière à ne pas se gêner les uns des autres. Après avoir songé d'abord à un point du parc du château Borély, qu'il jugea ensuite avec raison trop rapproché de la mer, il opta définitivement de concert avec le maire, qui était alors M. Rouvière, pour une partie du plateau de Longchamp, situé à l'est de la ville, à l'altitude de 75 mètres environ et presque entièrement entouré par des jardins publics. En même temps, le maire et Le Verrier fixaient les bases d'une convention réglant les obligations mutuelles de l'État et de la ville pour assurer le bon fonctionnement et la durée de la nouvelle station astronomique. Ces pourparlers, ratifiés par le conseil municipal, aboutirent à un traité approuvé par le ministre et enregistré à la date du 15 décembre 1863. Quant à l'ancien observatoire, dont le maintien eut fait double emploi, l'État qui en était propriétaire en fit quelques années plus tard rétrocession à la ville. La construction des nouveaux bâtiments fut confiée à l'éminent architecte Espérandieu, qui édifiait alors l'admirable palais dont notre ville est justement fière, et Le Verrier put venir inaugurer la nouvelle station à la fin de 1864, à la présence du conseil municipal et de M. Bernex, nommé maire depuis le mois de juillet précédent après le décès de M. Rouvière. Il n'y avait encore comme grand instrument que le télescope installé sous sa coupole tournante. On dut même le démonter peu après pour modifier la partie antérieure du tube. À ce moment, les autres instruments prévus se bornaient à un chercheur de comètes puissant et à un équatorial. La nouvelle station devait en effet conserver le caractère de succursale de l'Observatoire de Paris et l'on pensait que les éléments astronomiques, qu'elle ne pourrait se procurer par ses propres moyens, ne seraient fournis par la métropole. Mais dans la suite, on reconnut des inconvénients à cette combinaison et en 1873, un décret établit l'autonomie de l'ancien observatoire de Marseille, dont le matériel fut complété de manière à lui permettre de se suffire à lui-même. Les instruments principaux sont un cercle méridien portant un objectif de Martin de 1088 mm de diamètre et de 2,25 m de longueur focale. Son axe porte deux cercles gradués identiques de 1 m de diamètre. Le micromètre oculaire, dont le fil peut à volonté être rendu noir sur champ éclairé ou brillant sur fond noir, sert aux mesures d'ascension droite et de distance polaire. À cet instrument sont joints un grand niveau et un appareil de retournement.
Un chercheur de comètes dont la monture parallactique spéciale permet à l'observateur d'explorer la voûte céleste sans avoir pour ainsi dire à déplacer la tête. L'objectif qui est de Foucault est à 2,10 m de distance focale et à un diamètre de 182 mm. Ces deux instruments sont abrités dans un élégant bâtiment qui possède 5 pièces au rez-de-chaussée. Celle du centre est affectée au cercle méridien, les 4 autres servent du bureau et l'une d'elles, située à l'angle nord-ouest, donne accès au chercheur qui la surmonte. Un équatorial dont la lunette a une ouverture de 258 mm et une distance focale de 3,10 m. L'objectif est de Mers. Le micromètre oculaire est analogue à celui du cercle méridien. Le pied entièrement métallique repose sur un socle en maçonnerie bâti sur le roc et jouit d'une grande stabilité. À son intérieur est logé un mouvement d'horlogerie avec régulateur Foucault qui est réglé sur le temps sidéral et peut entraîner l'équatorial tout entier de manière à lui faire suivre automatiquement les astres dans leur mouvement diurne. Le grand télescope de Léon Foucault, dont le miroir de verre argenté à 80 cm de diamètre et 5 mètres de distance focale, comme l'équatorial, il peut être entraîné suivant le mouvement diurne par un régulateur Foucault. L'équatorial et le télescope sont placés chacun dans une tour surmontée d'une coupole métallique tournante dont l'ouverture peut être rapidement orientée dans un azimut quelconque. Le pendule à chacun des instruments, viennent d'être sommairement décrits, est associé à une pendule sidérale maintenue électriquement à la même heure qu'une 5e pendule fondamentale d'une perfection exceptionnelle située dans un local où la température varie fort peu. Une 6e horloge réglée sur le temps moyen et maintenue à l'heure nationale exacte par un dispositif spécial synchronise électriquement 3 autres horloges mises à la disposition du public à la faculté des sciences, à l'hôtel des services publics, un quai de la Joliette et sous le péristyle de la Bourse. Outre ces instruments principaux, l'observateur dispose encore d'un excellent petit équatorial mobile de la maison Sécrétin, appartenant à la faculté des sciences, et de diverses autres lunettes également portatives d'un astrolabe à prisme, de chronomètres et d'une collection d'instruments météorologiques et magnétiques. Ces instruments n'ont été mis en place, on le comprend, que d'une manière successive. Et on peut dire que la nouvelle station de Longchamp n'a été en état de fonctionner avec une activité réelle qu'à partir de 1866, époque de la réinstallation définitive du télescope et de l'érection du chercheur. Toutefois, il serait injuste de ne pas mentionner le nom de Voigt, qui, le premier, il fut envoyé par le Verrier et rendit de précieux services de 1863 à 1865 dans la phase initiale de l'organisation. Physicien instruit, observateur habile et consciencieux, Voigt eût fourni une utile carrière astronomique s'il eût persisté au lieu de rentrer dans l'enseignement. Pendant le peu de mois où il disposa du télescope, dont le maniement était alors fort pénible, il observa un certain nombre de nébuleuses. En outre, il commença à initier aux observations son jeune assistant, M. Borelli, qui lui avait été adjoint dès le mois de décembre 1864, et nous aurons bientôt relaté de nombreuses découvertes ultérieures. La direction de M. Stéphan. En 1866, M. Stéphan vint remplacer Voigt à Marseille comme astronome adjoint délégué de l'Observatoire de Paris. C'est en cette qualité qu'il dirigea la station de Longchamp jusqu'en 1873, époque où celle-ci fut transformée en observatoire autonome dont il fut alors nommé directeur. Les travaux scientifiques réguliers qui ont été poursuivis sans exception à l'Observatoire de Marseille depuis 1866 jusqu'à l'époque actuelle se subdivisent comme il suit. L'exploration du ciel pour la recherche des planètes, des comètes et des nébuleuses, etc. Les observations de haute précision pour déterminer avec le maximum d'exactitude les positions des astres fixes ou mobiles, la détermination de l'heure et sa distribution au public, les observations météorologiques et magnétiques, et les calculs de réduction des observations. À ces travaux quotidiens, il faut joindre ceux qui ont pour objet des faits de caractère accidentel, tels que les étoiles filantes, les éclipses et les occultations, les déterminations de longitude et enfin les recherches personnelles de pratique ou de théorie. Les recherches exploratives. C'est de cette branche des travaux que M. Stéphan se préoccupa tout d'abord, ainsi d'ailleurs qu'il en avait reçu le mandat formel. Après avoir personnellement découvert la planète 89 Julia, le 6 août 1866, il confia ce genre de recherche à celui des comètes à M. Borelli et Coggia, tout jeune alors, qui s'y adonnèrent avec autant d'ardeur que d'habileté et qui bientôt, par leurs nombreux succès, s'acquirent une notoriété universelle. On doit en effet à M. Borelli les découvertes de 20 planètes et de 19 comètes, et à M. Coggia celle de 6 planètes et de 8 comètes. Un autre observateur, M. Cotonneau, dont la carrière astronomique a été courte, a également trouvé une planète à l'Observatoire de Marseille. Les chiffres précédents sont remarquables. À l'époque où la recherche des planètes s'effectuait visuellement, M. Borelli et Coggia se trouvaient classés des premiers dans cette catégorie d'observation. Plus tard, la recherche de ces astéroïdes
facilité par l'emploi de la photographie, s'est localisé dans un petit nombre de stations qui en ont fait une spécialité. Monsieur Stéphan, après avoir assuré les services d'exploration relatifs aux planètes et aux comètes, s'est principalement consacré pendant de longues années à l'étude des nébuleuses au moyen du grand télescope Foucault. Le nombre des nébuleuses nouvelles qu'il a ainsi trouvées est de 800 environ. Il a aussi retrouvé 5 comètes périodiques. Observation de haute précision, ces observations se pratiquent de deux manières. Premièrement, directement au moyen du cercle méridien. Deuxièmement, d'une façon indirecte, à l'aide de l'équatorial ou du télescope, en comparant avec un appareil micrométrique approprié la position d'un astre étudié et celle d'une étoile voisine, dont la situation sur la sphère céleste est déjà bien connue. Les observateurs déjà cités ont tous pris part à ces observations, ainsi que plus tard M. Esmiol et Fabry, élèves de l'école d'astronomie de l'Observatoire de Paris. Chaque jour, quand l'état du ciel le permet, on observe au cercle méridien un certain nombre d'étoiles fondamentales de position parfaitement connue, ce qui permet de calculer des petites erreurs instrumentales ainsi que la correction de la pendule. On y joint l'observation des astres mobiles actuellement observables au méridien et celle d'autres étoiles encore imparfaitement connues, dans le but d'en former un catalogue. Des observations micrométriques des comètes et des planètes découvertes à Marseille, ainsi que d'un grand nombre de celles qui ont été trouvées ailleurs, ont été effectuées au télescope ou à l'équatorial durant la période de visibilité de ces astres, soit à l'époque de leur découverte, soit à leur retour successif. La plupart de ces observations ont été publiées dans divers recueils, compte rendu de l'Académie des sciences, Monthly Notice, bulletin astronomique de l'Observatoire de Paris. Beaucoup de nébuleuses ont des contours imprécis, comme l'indique leur nom même, et un diamètre apparent assez considérable. Mais un certain nombre d'entre elles ont des points de condensation assez nets ou un diamètre assez petit pour comporter des observations d'une précision comparable à celle des noyaux cométaires. Les plus belles nébuleuses ont naturellement été découvertes les premières. Celles de M. Stéphan sont pour la plupart extrêmement petites et faibles. Aussi a-t-il pu obtenir par des mesures micrométriques les positions très exactes de 500 d'entre elles qui ont été publiées dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. On possédait peu de positions précises de ces corps d'une essence encore bien mystérieuse. On espère que les observations faites à Marseille seront utiles dans la suite pour faire connaître si, comme certaines les étoiles, les nébuleuses ont des mouvements propres et que ces observations apporteront aussi quelques lumières dans la question de la distance des dites nébuleuses au système solaire. Les 200 premières ont été insérées dans le supplément au catalogue de Sir Herschel, publié à Dublin en 1878. L'Observatoire a toujours distribué l'heure avec libéralité, surtout aux horlogers et aux marins. Il accepte même gratuitement le dépôt des chronomètres et les rend avec un bulletin de marche. Ce service a été complété, comme nous l'avons indiqué plus haut, par l'installation de 3 horloges maintenues à l'heure nationale exacte et accessibles au public. Les astronomes ne touchent que très rarement à leur pendule. Il leur suffit d'en connaître à chaque instant l'état d'avance ou de retard qui leur est fourni par les observations méridiennes. La régularité de la marche de ces instruments est ainsi mieux assurée et le petit calcul qu'il faut faire pour avoir l'heure véritable est sans importance pour des professionnels. Mais il n'en reste pas de même pour les gens du monde. Voilà pourquoi on a cherché et réussi à réaliser des pendules à indication toujours correcte. Le problème présente de très sérieuses difficultés, on l'a résolu de la manière suivante. À l'observatoire a été installée une pendule de l'éminent artiste Fénon à la demande du directeur. Elle est munie d'un dispositif nouveau permettant d'en faire varier la marche dans des limites assez étendues, sans qu'il soit besoin de toucher au balancier. Chaque matin, au moyen de ce dispositif, dont l'efficacité pratique a dépassé ce que l'on espérait, cette pendule directrice, qui synchronise les 3 autres, est, en quelques minutes, remise à l'heure exacte dont elle ne s'écarte pendant la journée que d'une quantité négligeable. Le public paraît très satisfait de ce service horaire. Observations météorologiques et magnétiques. Les observations météorologiques, exécutées sans interruption depuis 1866, comprennent la température et l'humidité de l'air, la direction et la force des vents, la pluie, la neige et les diverses météores à queue. Elles sont faites de 3 heures, de 7 heures du matin à 10 heures du soir. En outre, des instruments à indication continue enregistrent la température et la pression. Depuis 1892, ces observations sont publiées in extenso chaque année dans le bulletin annuel de la Commission de météorologie des Bouches-du-Rhône. La valeur de la déclinaison magnétique a aussi fait l'objet d'observations tri-horaires, jusqu'au moment où les courants causés par les puissants réseaux électriques des tramways y ont apporté des perturbations trop considérables. Calcul des réductions des observations. Les calculs tiennent une grande place dans les travaux journaliers d'un observatoire. Les observations ne peuvent
pas être employées à l'état brut, elles doivent être affranchies des erreurs dues à l'imperfection inévitable des instruments eux-mêmes ou à celle de leur installation et encore à des causes naturelles telles que la réfraction atmosphérique, etc. Tous les astronomes précités ont, ainsi que le directeur, participé au calcul de la réduction. Ils ont été assistés dans ce travail à partir de 1875 par M. Lubrano et Maître, qui, ayant acquis très vite une grande habileté, ont en outre été particulièrement chargés du service de l'heure et, plus tard, ont participé à l'ensemble des observations. Travaux divers. Les astronomes de Marseille ont coopéré d'une manière très active aux observations simultanées d'étoiles filantes effectuées de 1868 à 1872 sous l'impulsion de Le Verrier dans le midi de la France et dans la Haute-Italie. Ils ont même contribué pour une part assez large à leur organisation. M. Stéphane a discuté d'un grand nombre des observations de Marseille, ainsi que celles d'Orange et de Barcelonnette, où s'était successivement transporté M. Borelli. Les résultats de ces discussions ont été communiqués au congrès de l'association scientifique réunie à Montpellier en 1871. En 1868, M. Stéphane avait été chargé par le ministère de l'Instruction publique de diriger une expédition envoyée sur la côte orientale de la presqu'île de Malacca pour observer l'éclipse totale du Soleil du 18 août de cette année. Le succès de l'entreprise fut complet. Les membres de la mission, qui, outre le directeur, comprenaient les astronomes Rayet et Tisserand, ainsi que le lieutenant de vaisseau Chabiran, établirent avec certitude par l'observation la nature gazeuse des protubérances solaires, et l'on sait combien ce fait, reconnu d'ailleurs à la même époque par d'autres observateurs, a contribué au progrès de nos connaissances sur la constitution physique du Soleil. Dans les dernières années, M. Stéphane a encore observé plusieurs éclipses totales de Soleil. Celle du 28 mai 1900 à l'Observatoire d'Alger, celle du 30 août 1905 à Guelma, en Algérie, avec la collaboration de son fils, feu le directeur Stéphane, et celle de M. Borelli, annale du Bureau des longitudes. En 1872-1873, M. Stéphane s'est occupé de la question du diamètre apparent des étoiles fixes. On savait bien depuis fort longtemps que ce diamètre est fort petit, mais on ne possédait aucune notion précise sur le degré de petitesse de cet élément. C'est que l'image focale d'une étoile dans une lunette n'est pas un simple point lumineux, comme l'indiquerait la théorie élémentaire de la propagation de la lumière. Guidé par une remarque de Fizeau sur les phénomènes d'interférence et par les conseils de cet illustre physicien, M. Stéphane a trouvé, à la suite d'expériences exécutées avec le grand télescope, et dans le détail desquelles il est impossible d'entrer ici, que le diamètre apparent des étoiles est très inférieur à 0,16. En 1874, en collaboration avec l'OI, M. Stéphane a déterminé électriquement les différences de longitude Marseille-Paris et Marseille-Alger, tandis que l'OI et le commandant Perrier, plus tard général, déterminaient directement la différence Alger-Paris. Par cette triple opération, le réseau géodésique algérien a été rattaché pour la première fois avec une grande précision au réseau français. M. Perrier et M. Stéphane ont aussi déterminé en 1877 la différence de longitude entre Paris et Lyon. En 1900, l'Observatoire de Marseille, comme la plupart des observatoires de France et de l'étranger, a participé aux observations combinées de la planète Eros en vue d'une meilleure détermination de la parallaxe solaire. Comme travaux de cabinet, il y a mentionné des calculs d'orbite de planètes et de comètes par M. Stéphane et Fabry, ainsi que de nombreuses éphémérides dues surtout à ce dernier astronome. Notons encore d'intéressantes recherches de M. Fabry sur l'origine cosmique des comètes, sujet qui lui a fourni les matériaux d'une thèse de doctorat qu'il a développée plus tard dans plusieurs notes ou mémoires. En 1907, M. Stéphane, parvenu à la limite d'âge, a été admis à la retraite et remplacé comme directeur par M. Henri Bourget, précédemment astronome adjoint à l'Observatoire de Toulouse. La direction de M. Bourget. La réputation scientifique de M. Bourget était déjà bien établie quand il fut appelé à la direction de l'Observatoire de Marseille sur la double présentation du concept des observatoires de province et de l'Académie des sciences. Antérieurement, il avait été présenté pour une place d'astronome titulaire à l'Observatoire de Paris et pour la direction de l'Observatoire de Bordeaux. Outre les recherches de théorie, on lui doit en collaboration avec M. Bayot, directeur de l'Observatoire de Toulouse, la publication de la correspondance de Stelgès, son maître éminent, avec Hermite. Il a été ainsi associé à la publication des œuvres complètes de ce dernier, illustre géomètre, par M. Émile Picard. Dès son entrée à l'Observatoire de Toulouse, M. Bourget avait été chargé de la photographie des nébuleuses et amas stellaires au moyen de grands télescopes, observation qui exige de très longues pauses et présente des difficultés particulières par suite de l'instabilité focale des réflecteurs. Il imagina alors et put réaliser avec le concours de l'habile mécanicien M. Carrère un ingénieux procédé qui lui permit d'obtenir de très beaux clichés.
Il dirigeait aussi à Toulouse le bureau des mesures du catalogue astrophotographique et de leur réduction. C'est ainsi en particulier eu la charge de tirer parti des clichés concernant la planète Eros. En 1900, il fut envoyé à Elche, en Espagne, pour observer l'éclipse totale du Soleil du 28 mai, annale de la faculté de Toulouse. Et en 1905, à Guelma, en Algérie, à l'occasion de l'éclipse du 30 août. Ces 2 voyages lui ont fourni d'intéressants résultats. À Marseille, M. Bourget a conservé pour l'ensemble des travaux ordinaires le plan général déjà adopté. C'est sous sa direction que M. Borrelli a trouvé ses 3 dernières comètes, le 3 septembre 1908, le 14 juin 1909 et le 2 novembre 1912. On a effectué un grand nombre d'observations précises de ces comètes ainsi que la plupart des astres nouvellement découverts dans les autres observatoires. Le service de l'heure a été complété par une 3e pendule synchronisée installée comme il a été indiqué plus haut sous le péristyle de la bourse et dans le voisinage a été placé un baromètre enregistreur de grand modèle. Le sismographe et l'astrolabe à prisme mentionnés dans la liste générale des instruments de l'observatoire ont été également installés par M. Bourget. Le premier de ces instruments, dont M. Fabry est spécialement chargé, a déjà fourni des indications fort intéressantes. L'astrolabe, d'invention encore récente, sera très utile dans beaucoup des cas. M. Bourget a de plus organisé à l'observatoire un poste de télégraphie sans fil pour la réception des signaux horaires et météorologiques de la Tour Eiffel. Parmi les travaux de calcul, on doit signaler que M. Esmiol a effectué la réduction à l'équinoxe de 1900 de toutes les observations de nébuleuses de M. Stéphane. Le manuscrit est prêt pour l'impression. M. Louis Fabry a continué ses recherches sur les petites planètes en s'occupant d'une manière spéciale des perturbations dans les orbites circulaires. Le nombre toujours croissant de ces astéroïdes a nécessité une entente internationale pour répartir entre les divers observatoires les travaux qui les concernent. Celui de Marseille a été choisi comme point de concentration des nouvelles relatives à ces astres. En octobre 1913, 60 circulaires ont été déjà envoyés aux divers observatoires participants. Sur le plateau de Longchamp, où les vents soufflent sans rencontrer d'obstacles et apportent en outre des émanations salines, les pièces métalliques exposées à l'air s'altèrent avec une grande rapidité. Durant la période déjà longue écoulée depuis la fondation de l'observatoire, les coupoles, les trappes de la salle méridienne, etc., avaient nécessité des réparations multiples qui n'avaient pu en arrêter complètement l'usure progressive. Celle-ci était surtout accentuée par la coupole du télescope. M. Bourget a eu la tâche d'y remédier à ces avaries. Ayant obtenu du ministère la création d'une place de mécanicien, il a appelé près de lui M. Carrère, dont, à Toulouse, il avait pu apprécier l'habileté et, de plus, fait construire un atelier de mécanique très complet. Dès lors, l'observatoire s'est trouvé en état d'exécuter par ses propres moyens les réparations, même les plus importantes. Déjà, la coupole du télescope, dont l'exécution était d'ailleurs loin d'être irréprochable, et avait donné lieu dès l'origine à de graves démêlés entre le verrier et le constructeur, a été presque entièrement refaite. Aujourd'hui, l'étanchéité est imparfaite et sa mobilité ne laisse plus à désirer. D'autres réparations importantes vont suivre. En 1913, M. Borrelli, parvenu à la limite d'âge, a été admis à la retraite. Au milieu du XXe siècle, observer à Marseille était devenu trop compliqué. Il fallait se déplacer vers des télescopes modernes et loin de la pollution des villes comme l'Observatoire de Haute-Provence, à Saint-Michel Observatoire, puis des suites en haute altitude à l'étranger. Le site de l'Observatoire va se trouver une nouvelle vie. Une association nommée Andromède reçoit ainsi régulièrement le public. Tout le monde, les groupes scolaires, des expositions et des conférences. Le site comprend un planétarium, une salle d'exposition temporaire, une coupole avec la lunette de 26 cm au XIXe siècle et une salle d'exposition avec le télescope de Foucault de 80 cm de diamètre. Je ne saurais que trop vous recommander sa visite.